ravi d'être là pour parler un petit peu du UX Research, on peut l'appeler un peu comme on veut, pendant ces quelques minutes-là. Le but, c'est déjà de faire une petite introduction à l'User Research et après de parler de 5 techniques, il peut y en avoir plus, hein, mais de 5 techniques qui permettent d'augmenter l'impact et la rapidité de la recherche. Je veux commencer donc à vous faire un petit peu l'introduction. Globalement, je prends la définition Wikipédia. L'user research, c'est le but finalement ou l'enjeu de comprendre des comportements, des besoins, des motivations à travers différentes méthodologies. Ça peut être des interviews, ça peut être des questionnaires, ça peut être des évaluations d'usabilité, etc. Et d'autres formes de méthodologie. Donc ça, c'est vraiment la définition bête et méchante de l'user research. En fait, il y a différents types de recherche utilisateurs aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la recherche générative, donc le fait de pouvoir comprendre en profondeur un petit peu des besoins, des motivations, des comportements et de générer en fait des idées et des directions. Et ça va en fait en opposition avec le type évaluatif de recherche, là où on va plutôt évaluer, valider en fait des produits ou des idées pour tester en gros l'adéquation entre une solution et les utilisateurs pour qui cette solution est destinée. Et donc après, on a aussi un type qui peut être, la recherche peut être aussi soit qualitative, soit quantitative. Donc qualitative, c'est le fait, en fait, d'aller comprendre avec précision, en fait, ce qui se cache derrière des attitudes ou des comportements. On en parlera un petit peu après. Et quantitative, c'est le fait de pouvoir identifier des comportements ou des attitudes. Hein. On peut le faire aussi avec du quanti, mais c'est surtout aussi pour avoir une représentation du volume. Et donc, on voit comme ça qu'on a une sorte de différentes matrices, des types de recherche, et qui vont nous donner différentes méthodologies. Et du coup, parfait. Donc, je vois que je regardais un petit peu au niveau du chat. OK, dev, product designer, communication. Donc, c'est un peu varié. Bon, nickel. Globalement, là-dessus, donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, dans la partie questions, vous pouvez poser vos questions et comme ça, on y répondra à la fin de cette présentation. On va laisser un petit temps pour les questions-réponses. Et en fait, derrière, l'user research, souvent, on a une perception de test des solutions, test des prototypes. Mais finalement, quand on se dit que c'est le fait de comprendre les utilisateurs, les motivations d'une cible, les besoins et les comportements, finalement, il y a plein de méthodologies qui permettent de faire ça. Et qui se représentent dans ces différentes matrices génératives, évaluatives, attitude, comportement, quanti, quali. En fait, il y a par exemple les A/B tests, la data analysis, ça fait partie de l'user research. Il y a aussi les interviews utilisateurs. Ça fait partie des méthodologies, le card sorting, les questionnaires. Donc en fait, finalement, il y a plein de méthodologies qui permettent de faire l'user research, de l'UX research. Et ça, c'est finalement, ça donne une réalité, c'est qu'on pratique tous déjà un petit peu l'user research. En fait, qu'on soit développeur, qu'on soit designer, qu'on fasse du marketing, de la communication, ou qu'on soit même juste user researcher, finalement, on pratique tous déjà un petit peu l'user research parce qu'on a tous déjà mis le doigt sur des méthodologies. Soit de la B-testing, soit de la data analyse, soit envoyer des questionnaires, etc. etc. Le truc, c'est qu'on n'applique pas forcément toujours les bonnes méthodologies en fonction des besoins pour lesquels on fait de la recherche. Soit on va toujours systématiquement se tourner vers de la data analyse, soit on va toujours systématiquement se tourner plutôt vers des interviews, soit toujours vers des questionnaires. En fait, on a souvent un prisme qui n'utilise pas la totalité en fait, des méthodologies en fonction des besoins. Et ça, en fait, ça réduit considérablement l'impact finalement, l'impact de la user research et de sa perception. Donc, globalement, là, ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y a plein de méthodologies
pour pratiquer l'user research. Donc voilà, encore une fois, hein, ça peut être des questionnaires, ça peut être de la data analysis, ça peut être du card sorting, ça peut être des interviews, ça peut être des carnets, des tableaux de bord, carnets de bord. Enfin, il y a plein de méthodologies. Le but, c'est vraiment de pouvoir utiliser les bonnes méthodologies en fonction des bons besoins. Et en fait, finalement, à quoi ça sert l'user research? Bah, ça sert à, in fine, à atteindre le plus efficacement possible des objectifs business. In fine, même si on part du prisme de nos utilisateurs, le but, c'est d'atteindre des objectifs business. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête, parce que finalement, c'est ce qui fait qu'on est aligné avec le reste de l'entreprise quand on fait de l'user research. Par le fait d'identifier, de comprendre les comportements, des besoins, des motivations, ça aide à aligner en fait les équipes, ça aide à prendre des décisions stratégiques comme opérationnelles efficaces, et en fait derrière on s'assure de l'adéquation entre les besoins des utilisateurs d'un côté et finalement le produit qu'ils sont censés utiliser de l'autre côté. Et donc finalement c'est une sorte d'harmonie entre les intérêts utilisateurs et les intérêts business. Du coup, aujourd'hui, l'user research, comment est-ce que c'est perçu globalement? En fait, c'est perçu comme le fait que ça prend du temps, c'est difficile à actionner. En fait, on apprend plein de choses, mais concrètement, comment est-ce qu'on les utilise? Ben, c'est souvent une question qui peut arriver, ou souvent encore pire, ben, ça sert à rien. En fait, les utilisateurs, ils savent pas du tout ce qu'ils veulent, donc ça sert à rien de leur demander ce qu'ils veulent. Et c'est un peu plus subtil que ça. La recherche utilisateur, c'est, comme on vient de le dire, c'est utiliser les bonnes méthodologies pour les bons besoins. Donc là, l'idée, moi, ce que je vous propose, c'est de voir 5 techniques très simples, hein, pour déjà augmenter l'impact et la rapidité, finalement, de l'user research. Et donc, sa perception et donc l'impact sur le business. La première technique qui est hyper importante, mais qu'on peut parfois oublier, c'est de toujours relier en fait la recherche à un objectif business. Euh, c'est hyper important parce que c'est dépendant, la perception et l'impact de la recherche dépend de pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche. Alors que souvent, on reste toujours au cadre, au stade en fait de la méthodologie, de se dire ah ben là j'ai envie d'aller regarder la data, ah là j'ai envie de faire un A/B test, ah là j'ai envie de parler à mes utilisateurs pour savoir ci, pour savoir ça. Donc on arrive bien à identifier le besoin de recherche par la méthodologie qu'on va utiliser, mais pas souvent l'objectif que c'est censé atteindre et que c'est censé résoudre. Or, c'est hyper important. Et par exemple, là, si on prend un exemple, là, c'est un exemple d'une boîte que j'ai accompagnée pour augmenter en fait la conversion des utilisateurs gratuits en utilisateurs payants. Et pour une plateforme qui propose en fait des mangas en ligne sur, avec un abonnement mensuel. Donc, c'est hyper important, déjà, de toujours relier la recherche à un objectif business. La deuxième technique, c'est de toujours identifier clairement au moins un profil cible. En fait, on peut faire de la recherche sur tout et n'importe quoi, on peut utiliser plein de méthodologies, etc. Mais l'important, c'est toujours de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. C'est fondamental pour trouver les bons éléments, des éléments pertinents qui vont avoir de l'impact, et surtout, en fait, pour pouvoir lier ça toujours à un objectif business, et donc qui fait que c'est concret, que ce qu'on apprend va être concret. Donc finalement, c'est toujours pouvoir lier et identifier un profil cible par rapport à un objectif business ou par rapport aux questions qu'on peut se poser, on verra plus tard. Ça, c'est la deuxième technique. Donc, si on reprend un peu l'exemple d'augmentation en fait du taux de conversion, donc de la conversion des utilisateurs gratuits aux utilisateurs payants, on voit bien que le profil cible, la prioritaire, le plus facilement identifié et identifiable, ce sont les utilisateurs gratuits. Ça concerne les utilisateurs gratuits. Et donc, notre recherche va concerner les utilisateurs gratuits. C'est hyper important parce que même si finalement, ça peut concerner aussi les utilisateurs payants, le fait de savoir à qui on s'adresse, à qui s'adresse notre recherche, ça va la rendre forcément plus efficace. La troisième technique, c'est le fait de définir en fait des questions de recherche fondamentale.
En fait, les questions de recherche fondamentales, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une question de recherche? Une question de recherche, c'est ce qu'on veut apprendre, tout simplement. C'est la question qu'on se pose. Par exemple, combien d'utilisateurs utilisent cette fonctionnalité, déjà. De savoir quel est le taux de conversion actuel. Ça peut être une question de recherche. Savoir qu'est-ce que pensent les utilisateurs de cette nouvelle fonctionnalité qu'on vient de sortir. Ça, c'est une autre question de recherche. C'est finalement ce qu'on veut apprendre. Et toutes les questions de recherche sont pas en fait au même niveau d'importance, n'ont pas le même niveau d'importance. Et c'est hyper important de pouvoir savoir de pouvoir répondre surtout aux questions de recherche les plus fondamentales. Et les questions de recherche, elles sont toujours formulées, on verra après, mais le mieux, c'est de les formuler à la troisième personne du pluriel. En gros, ça concerne mon profil cible qu'on a identifié juste avant. Donc là, pour vous donner un exemple concret, c'est l'objectif business, le profil cible qui vont donner finalement des questions de recherche fondamentales pour pouvoir atteindre notre objectif business. Donc, si on prend l'exemple toujours un petit peu de l'augmentation de la conversion des utilisateurs gratuits et utilisateurs payants, l'une des questions fondamentales qu'on pourrait se poser, c'est en fait pour quelles raisons tout simplement les utilisateurs gratuits aujourd'hui ne convertissent pas en utilisateurs payants. En fait, ça fait partie des questions fondamentales. Il y a une autre question fondamentale, c'est quel est aujourd'hui le taux de conversion, la conversion actuelle. Et en fait, on voit très bien que les questions définissent finalement très naturellement la méthodologie la plus appropriée pour y répondre. Si on se dit, on veut augmenter la conversion, bah déjà, c'est de se dire, quelle est la conversion actuelle? Est-ce qu'elle est de 0? Est-ce qu'elle n'est pas de 0, etc. Pour répondre à cette question-là, très naturellement, on se dit, bah, on va aller regarder la data. On va aller regarder la data, voir un petit peu le taux actuel. Et en fonction de ça, après, on va se dire, OK, là, on a potentiellement 80% des personnes qui ne convertissent pas, 20% qui convertissent en payant. Pourquoi est-ce que les 80% ne convertissent pas? Pour quelles raisons, en fait, ces personnes-là ne convertissent pas? Ça, c'est une autre question qui est fondamentale, à laquelle il faut absolument les réponses. Sinon, on ne peut pas efficacement, en fait, résoudre notre objectif, enfin, atteindre notre objectif. Et ça, la méthodologie, naturellement, ça va être plutôt du style quali. Donc, aller interviewer des utilisateurs, par exemple, leur poser la question véritablement, avoir leur perception. Et on peut voir qu'en fait, avec des questions de recherche fondamentales, il y a après des questions de recherche qui peuvent concerner des sous-profils d'un profil cible. C'est pour ça que c'est hyper important d'identifier dès le départ des utilisateurs, notre profil cible. Parce que on peut se poser la question de se dire, OK, pour quelles raisons est-ce que les utilisateurs gratuits sont actifs aujourd'hui? Les utilisateurs gratuits actifs le sont. Et pour quelles raisons les utilisateurs inactifs sont inactifs? Et ça, c'est des questions aussi fondamentales qui concernent des sous-segments qui vont nous aider à comprendre vraiment ce qu'il faut faire pour augmenter notre conversion. Donc en fait, là, on voit vraiment à quel point le fait d'identifier un profil cible avec un objectif business nous permet très facilement de définir des questions de recherche fondamentales. Ces questions de recherche fondamentales vont elles-mêmes naturellement, vraiment naturellement, définir la méthodologie. Et donc, on se rend compte que quand on répond aux questions de recherche fondamentales, souvent, on n'a pas besoin de refaire X fois la même recherche. On peut la mettre à jour, mais en fait, on a déjà les réponses aux questions fondamentales. Et ça nous amène à la quatrième technique. La quatrième technique, c'est de transformer des hypothèses, de prendre l'habitude de transformer les hypothèses en questions ouvertes, en fait. Parce qu'en fait, les hypothèses, c'est un statement, donc un parti pris, une intuition qu'on peut avoir qui est par défaut fermée, qu'on souhaite naturellement en tant qu'être humain s'avérer vrai. Souvent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit bah, je veux essayer de valider mon hypothèse. Et en fait, valider mon hypothèse, c'est qu'on a envie de faire en sorte qu'elle soit vraie, cette hypothèse. On n'a pas envie qu'elle soit fausse. Et du coup, naturellement, le fait de se mettre plus dans une posture d'apprentissage de ce qui est le plus pertinent pour atteindre notre objectif versus de se mettre à contrario d'une posture de j'ai raison ou j'ai tort, et ben c'est ça, c'est de transformer les hypothèses en questions ouvertes. Ça, c'est vraiment une des techniques les plus importantes pour être sûr qu'on adresse les bons problèmes toujours avec le bon profil. Et les hypothèses, c'est pareil, c'est que ça concerne toujours un profil cible
et que ça concerne toujours un objectif business. Donc, c'est qu'on a toujours des objectifs des hypothèses de « je pense ceci pour atteindre cela ». Et je pense ceci concernant notre profil cible pour atteindre cela. Un exemple concret, typiquement, toujours pour l'augmentation de la conversion des utilisateurs gratuits à des utilisateurs payants, eh ben, ce qu'on peut en fait finalement se dire, c'est de se dire, bah, moi j'ai une hypothèse qui est que il faudrait augmenter le nombre d'œuvres récentes. Les œuvres sont trop vieilles et en fait, il faut augmenter le nombre d'œuvres récentes pour que les utilisateurs gratuits passent de gratuit à payant. Ça peut être une hypothèse. Dans le cadre toujours de cette plateforme de manga, c'est une hypothèse qu'ils avaient. Et derrière, le fait de transformer cette hypothèse en question ouverte, ça permet d'ajouter une nouvelle question de recherche et de se dire, bah, aujourd'hui déjà, comment est-ce que les utilisateurs gratuits perçoivent le nombre d'œuvres récentes dans la plateforme? Et en fait, le fait de poser cette question en question ouverte, on est vraiment dans le fait de se dire, en fait, comment est-ce qu'ils la perçoivent? Est-ce que c'est seulement une question de c'est récent ou c'est pas suffisamment récent? Est-ce que c'est d'autres éléments qui vont arriver et qui vont être plus importants? En fait, ça va nous permettre d'avoir vraiment une posture d'apprentissage et d'avoir les vrais éléments. Et ensuite, on se rend compte que il y a de la recherche qu'on appelle quanti, comme on a vu, de la recherche quali, et qu'en fait, on a le réflexe plus facilement d'aller sur de la recherche quanti, parce que c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus rapide. Comme on l'a vu, la recherche quali, c'est perçu comme prenant du temps, comme étant long, chronophage, etc. Aujourd'hui, il y a une façon de faire en sorte de gagner un maximum de temps dans ce processus quali pour le rendre à peu près équivalent aux méthodologies quantitatives comme la data analytics, comme l'A/B test, etc. Bah, c'est en fait de faire du non modéré, de faire des interviews du non modéré par exemple. Et les interviews non modérées, bah, typiquement, c'est le fait de ne pas être là soi-même pour poser les questions aux utilisateurs, donc de planifier des rendez-vous avec les utilisateurs, d'être là pour leur poser les questions et ensuite de faire l'analyse. C'est plutôt d'envoyer les questions, un peu comme on le ferait avec un questionnaire, mais avec la possibilité d'avoir des réponses aussi détaillées qu'on les aurait en interview. Donc avec soit un format vocal, soit un format complètement carrément vidéo. C'est possible. Et donc, ça permet de gagner du temps sur tout le processus, de ne pas avoir à planifier les interviews, de ne pas avoir à gérer les personnes qui ne viennent pas aux interviews, et donc de ne pas avoir à modérer chacune des interviews qu'on peut avoir à faire. Et donc, moi, j'ai cofondé une société qui s'appelle Magic Loop, notamment, qui permet de faire des interviews non modérées et d'être un autre outil sur le panel des outils et des méthodologies de recherche qui permettent finalement d'obtenir des enregistrements vocaux des utilisateurs qui répondent à nos questions, afin qu'on puisse gagner du temps sur le processus de recherche et prendre des décisions aussi informées pour pouvoir répondre aux questions de recherche fondamentales. Et il y a plein d'outils qui permettent aujourd'hui de faire du non modéré. Magic Loop c'en est un. Du coup, comment ça fonctionne? Par exemple, typiquement, aujourd'hui, on peut envoyer, donc créer ces questions, comme le fait de poser la question de comment vous percevez aujourd'hui le catalogue et le fait qu'il soit récent ou non. On peut poser ces questions-là, envoyer un lien. Ces personnes-là répondent directement via leur microphone, et donc répondent en quelques minutes via ces questions avec un niveau de détail hyper élevé, à l'inverse des questionnaires classiques sur lesquels aujourd'hui les questionnaires, on va plutôt les mettre sur une approche plutôt quantitative, parce que quand on leur demande de répondre à des questionnaires, à des questions ouvertes, forcément le taux de réponse chute drastiquement. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on fait, c'est que quand on envoie des questionnaires, tous les champs ouverts sont souvent facultatifs. Sinon, on sait que les gens ne prennent pas le temps d'écrire et de répondre. Et donc ça, c'est une façon de pouvoir envoyer des sortes de questionnaires vocaux pour qu'ils puissent y répondre facilement. Et donc,
qu'est-ce qu'on récolte? Ben, on récolte des recordings, des enregistrements vocaux avec derrière les utilisateurs qui s'expriment de façon spontanée et détaillée. Et derrière, on a une analyse qui va nous permettre de gagner aussi du temps à ce niveau-là pour pouvoir avoir des mini descriptifs, des mini synthèses en fait pour chacune des questions. Voilà, on a fait un petit peu le tour des différentes techniques. En fait, c'est vraiment de partir des objectifs business. C'est très, très important parce que c'est ça qui rend finalement tout ce qu'on apprend derrière concret, peu importe la méthodologie. Ensuite, c'est d'identifier le profil cible. Très, très important d'identifier le profil cible en face. Derrière, on va avoir les questions de recherche fondamentales qui sont issues uniquement de l'objectif business et du profil cible, de cette connaissance-là, plus les questions de recherche qui sont issues des hypothèses qu'on a transformées en questions ouvertes. Une fois qu'on a ça, toutes les réponses qu'on a, en fait, à l'issue, enfin, toutes les réponses qui viendront répondre aux questions de recherche, en fait, sont des réponses qui seront par défaut actionnables, toutes. Et en fait, ça augmente l'impact de la recherche pour atteindre notre objectif business, parce que tout simplement, c'est toujours les mêmes questions ouvertes qu'on a. C'est toujours les mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'hypothèses, plein de pistes de solutions, etc. Mais quand on les transforme en questionnement ouvert, ça revient toujours aux mêmes questions de recherche. Et c'est pour ça qu'elles sont fondamentales, c'est que le fait d'y répondre, en fait, permet finalement d'atteindre le plus facilement possible nos objectifs business et souvent de ne pas refaire de la recherche inutile systématiquement, en fait. Et derrière, ces questions de recherche fondamentale utilisent des méthodologies soit quanti, soit quali, soit data, soit attitudinales, enfin, soit plutôt génératives ou évaluatives. Et derrière, l'une des façons de gagner du temps, en fait, c'est d'utiliser des méthodologies non modérées. Donc, c'est pour faire du quali. Donc, c'est de ne pas avoir à faire toutes les interviews soi-même, mais de pouvoir, en fait, les déléguer et par des questionnaires plutôt vocaux, comme là, on a pu le voir avec Magic Loop. Merci beaucoup à tous. Avec plaisir.